Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Je jure, si tu veux réussir dans ta vie avec foi, ou si tu reconnais que Dieu fait beaucoup de grâce dans ta vie, dis Amen en commentaire, like la vidéo, et abonne-toi pour ne pas regretter. Il était une fois, dans le village de Koro, une fille nommée Fatoumata. Elle n'avait que 8 ans lorsque sa vie bascula à jamais. Sa mère était morte en donnant naissance à son petit frère, et son père, qui était maçon, ne pouvait pas s'occuper d'un bébé et d'une petite fille en même temps. Alors, il fit ce qu'il pensait être le mieux. Il confia Fatoumata à la sœur aînée de sa femme et partit en ville avec le bébé pour chercher du travail. « Ce n'est que pour un temps, » dit-il en tenant la main de Fatoumata. « Reste avec la sœur de ta mère, elle te traitera comme sa propre fille. » Mais c'était un mensonge, car dès que Fatoumata entra dans cette maison à Bouaké, sa vie devint un cauchemar. Tante Awa était une femme aigrie. Son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune, et elle blâmait tout le monde pour sa douleur. Elle avait 2 enfants, Bakari et Djeneba, qui allaient dans une école privée, portaient des vêtements soignés et mangeaient du pain frais avec du beurre. Mais Fatoumata, elle, dormait sur le sol froid près de la cuisine, portait de vieux vêtements et ne mangeait que les restes une fois que tout le monde avait fini. « Tu penses que tu es une princesse? Tu crois que tu vas venir dans ma maison et jouer à la grande dame ?» criait Tante Awa, tout en jetant de l'eau savonneuse au visage de Fatoumata. Fatoumata lavait la vaisselle, allait chercher de l'eau, cuisinait et nettoyait les toilettes, mais recevait malgré tout des gifles tous les jours. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. La nuit, allongée sur sa natte, elle fixait le plafond et murmurait à sa défunte mère. « Maman, tu me manques. Pourquoi m'as-tu laissé ?» Sa petite voix tremblait alors que des larmes coulaient sur ses joues. À l'école, elle était discrète, jouait peu, mais elle était intelligente. Son institutrice, Madame Diallo, l'appelait toujours « l'étoile brillante ». « Tu as un don, Fatoumata. Ne laisse personne te faire sentir petite. » Mais comment pouvait-elle y croire? Elle portait des cicatrices dans le dos causées par des coups de balai, des brûlures dues à des accidents de cuisine, et des bleus laissés par les bagues de Tante Awa. Un jour, tout changea. C'était un samedi matin, et Fatoumata avait accidentellement brûlé le riz en cuisinant. Elle avait oublié de vérifier la marmite à temps parce qu'elle balayait la cour. Quand Tante Awa entra dans la cuisine et vit le riz brûlé, ses yeux devinrent rouges de colère. « Espèce de fille inutile! Tu veux gâcher ma nourriture? Sais-tu combien coûte le riz au marché ?» Avant que Fatoumata ne puisse s'expliquer, des larmes chaudes embuaient déjà ses yeux. « Tante, je suis désolée, j'ai oublié, je balayais la cour. » Puis, ça arriva. Tante Awa saisit une bouilloire d'eau bouillante qu'elle venait de retirer du feu et, sans ciller, la versa directement sur le visage de Fatoumata. Le cri qui sortit de cet enfant aurait hanté quiconque à vie. Ce n'était pas seulement un cri de douleur, c'était le son d'une innocence brûlée vive. « Mon visage! Mon visage! Maman! Maman !» hurlait-elle, griffant l'air, se tordant au sol. Bakari et Djeneba restèrent figés, trop effrayés pour bouger. « Maintenant, tu apprendras. Tu veux gâcher ma nourriture, espèce d'idiote ?» cria Awa, lâchant la bouilloire comme si de rien n'était. Les voisins accoururent, quelqu'un appela les secours. On transporta Fatoumata à la clinique la plus proche. Les infirmières hurlèrent en la voyant. « Qui lui a fait ça? C'est de l'eau bouillante. Ce n'est pas un accident, c'est de la méchanceté. » Son visage était enflé, son œil gauche complètement fermé, sa peau pelait comme de l'igname. Pendant des jours, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche correctement. Elle pleurait dans son sommeil et tremblait au son des voix fortes. La police fut appelée, mais Tante Awa, femme d'église avec des relations, mentit. Elle jouait dans la cuisine, je l'avais avertie. Elle s'est versé l'eau elle-même. Dieu sait que j'aime cet enfant comme la mienne. Personne ne l'a cru, mais il n'y avait pas de preuves, et l'affaire fut classée. Cependant, quelque chose d'autre naquit ce jour-là, le silence de Fatoumata. Elle cessa de parler pendant des semaines. Même après sa sortie de la clinique, elle évitait le regard des gens. À cause de son incapacité à communiquer, Tante Awa la ramena au village pour vivre avec sa grand-mère. Elle avait maintenant des cicatrices profondes et visibles,
Mais celle qu'on ne voyait pas était encore plus profonde. Une nuit, dans le village, elle s'assit seule derrière la cuisine de sa grand-mère, regardant les étoiles. « Dieu, pourquoi les méchants gagnent-ils? Pourquoi l'as-tu laissé me faire ça ?» Puis, elle murmura, comme une promesse, « Un jour, je ne serai plus pauvre. Je ne mendirai plus jamais de nourriture, et je ne vivrai plus jamais chez quelqu'un d'autre. » La première fois que Fatoumata se regarda dans un miroir après les brûlures, elle ne reconnut pas le visage qui la fixait. La peau n'était plus douce et lisse, elle était rouge, déformée et enflée par endroits. Son œil gauche tombait légèrement, et sa joue, autrefois lisse, ressemblait à de l'argile fissurée. Elle toucha son visage lentement avec des doigts tremblants et murmura « Est-ce moi ?» Personne ne répondit. Elle était de retour dans le village de Koro depuis presque 3 semaines. Son père n'était pas venu la voir, et sa grand-mère passait la plupart de son temps près du feu, soupirant et priant à voix basse. Mais un soir, alors que le ciel devenait violet foncé et que l'air sentait le maïs grillé, Fatoumata, assise derrière la cuisine, fut surprise par une voix. « Fatoumata, c'est toi ?» Elle se figea. Lentement, elle tourna la tête. Dans l'ombre se tenait son père, Souleymane. Mais il ne ressemblait plus à l'homme dont elle se souvenait. Son visage était émacié, ses yeux enfoncés, ses cheveux grisonnants. Il semblait porter des années de regret. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il, la voix brisée. « Je suis venu dès que j'ai pu. » Fatoumata le fixa sans ciller. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, la voix basse et monocorde. Il tomba à genoux. « Je suis désolé, ma petite. Je n'aurais jamais dû te laisser avec Awa. Je pensais qu'elle prendrait soin de toi. Je ne savais pas. Mais tu n'as jamais vérifié, dit-elle. Tu m'as laissé là. » Le silence envahit l'air, seulement troublé par les grillons. Enfin, il tendit la main. « Viens avec moi, Fatoumata. Laisse-moi essayer d'être à nouveau ton père. » Elle le suivit, non pas parce qu'elle lui pardonnait, mais parce que quelque chose en elle lui disait « Tu ne peux pas rester ici pour toujours. » La ville était un monde différent, bruyant, agité. Elle emménagea dans un petit appartement d'une pièce avec son père et son petit frère, Issa, qui avait maintenant 6 ans. Issa était joyeux, bruyant, et l'enlaçait sans crainte de ses cicatrices, ce qui la surprenait. Elle commença à vendre de l'eau pure dans les rues après l'école. Chaque après-midi, elle portait un bassin sur la tête, parcourant les carrefours pour gagner un peu d'argent. Les gens la regardaient, certains riaient. « Regarde son visage. Qui a versé de l'eau chaude sur celle-là? Méfiez-vous des filles avec des problèmes spirituels. » Mais Fatoumata continuait à marcher. Un après-midi ensoleillé, devant la grille d'une école d'infirmières, une femme bien habillée acheta de l'eau. Elle semblait riche. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Fatoumata » répondit-elle. La femme la regarda attentivement. « Votre visage, que s'est-il passé ?» Fatoumata hésita, puis dit doucement « Ma tante m'a versé de l'eau bouillante. » La femme resta silencieuse un instant, puis sortit une carte de son sac. « Je m'appelle Madame Aïcha. Je dirige une fondation pour les filles victimes d'abus. Venez à cette adresse demain. Apportez vos bulletins scolaires si vous en avez. » Cette rencontre changea la vie de Fatoumata. Madame Aïcha l'aida à intégrer un programme de bourse, paya ses frais de scolarité, lui acheta des uniformes et lui offrit une thérapie. Pour la première fois depuis des années, Fatoumata sourit sans cacher sa bouche. Elle devint une élève brillante, remarquée par ses professeurs. Elle lisait tous les livres qu'elle trouvait et, pendant son temps libre, elle faisait du bénévolat dans une clinique locale, aidant les infirmières et apprenant leur travail. À la fin du lycée, elle obtint une admission pour étudier les soins infirmiers à l'Université de Côte d'Ivoire. À 27 ans, elle vivait à Abidjan, et à 30 ans, elle travaillait dans un grand hôpital au Royaume-Uni. Son accent avait changé, sa confiance avait grandi. Ses cicatrices étaient toujours là, mais elles étaient devenues son identité, non sa honte. Elle les portait comme une armure. Quand on lui demandait « Que s'est-il passé à votre visage ?» elle répondait avec un sourire « Mon passé s'est passé. J'ai surmonté et j'ai survécu. » Un matin, après son service, Fatoumata ouvrit son téléphone et trouva une demande de message sur Facebook. Le nom qu'elle vit lui donna des frissons. Awa Kone, sa tante.
Le message était court, 6 mots. Fatoumata, aide-moi, je suis mourante. Elle fixa l'écran pendant près de 10 minutes. Était-ce une blague? Après tout ce que cette femme lui avait fait, les mensonges, la douleur, l'eau bouillante. Un autre message apparut. Je n'ai personne, s'il te plaît. Les mains de Fatoumata tremblaient. Elle se leva, fit les 100 pas dans la pièce, puis ouvrit la fenêtre pour respirer. L'air de Londres était froid, mais son cœur brûlait. Les souvenirs revinrent, la bouilloire, le cri, sa peau qui pelait, les mensonges, les fausses larmes, l'officier de police qui disait qu'il n'y avait pas assez de preuves. Elle pensa répondre, puis s'arrêta. Au lieu de cela, elle réserva un vol pour la Côte d'Ivoire. Pas pour se venger, mais parce que quelque chose en elle avait besoin de revoir cette femme, non pas comme la petite fille qu'elle était, mais comme la femme qu'elle était devenue. Cette fois, elle se ferait face sur un pied d'égalité. L'avion atterrit à Abidjan avec un poids lourd dans le cœur de Fatoumata. Cela faisait 8 ans qu'elle n'était pas revenue. Elle n'avait jamais prévu de retourner dans ce pays qui lui avait tant pris. Mais elle était là, valise à la main, portant une blouse blanche qui couvrait la cicatrice sur son cou et des lunettes noires pour cacher ses yeux. Pas par honte, elle ne se cachait pas. Elle ne voulait simplement pas être reconnue, pas encore. En sortant de l'aéroport, l'air chaud d'Abidjan l'enveloppa comme une couverture pleine de souvenirs. Son téléphone vibra. Un autre message, cette fois de Bakary, son cousin. Nous sommes à la clinique Gloire à Iléju. Elle est inconsciente. Le médecin dit que tu dois venir vite. Fatoumata fixa le message. Ce même Bakary qui riait quand elle était giflée, qui disait « Tu n'es même pas vraiment de notre famille ». Maintenant, c'était lui qui la suppliait de venir. Elle secoua lentement la tête. « La vie est étrange », murmura-t-elle. Le trajet jusqu'à la clinique fut silencieux. Fatoumata regardait par la fenêtre de l'Uber, les doigts crispés. Elle se souvenait des cris, des brûlures, de la trahison, du silence. Elle se souvenait d'être assise dans cette clinique à Bouaké, priant Dieu de ne pas la laisser mourir. Elle se souvenait de la voix d'Awa disant à l'infirmière « Elle s'est versée l'eau elle-même ». Et maintenant, Awa était-elle aussi dans un lit de clinique? Dieu savait vraiment comment renverser les tables. En entrant dans la clinique Gloire, tout le monde se tourna. Son aura était différente, forte, élégante. Les infirmières à l'accueil ne posèrent même pas de questions. Elles la dirigèrent directement. Bakary se tenait à l'entrée de la salle, vieilli et brisé. Il la reconnut immédiatement. « Fatoumata » dit-il, les yeux écarquillés de culpabilité. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Je ne suis pas venue pour toi », répondit-elle calmement. Elle est très malade, insuffisance hépatique. Elle souffre depuis des mois. Tout ce qu'elle avait est parti, même la maison, nous l'avons vendue pour les soins. Fatoumata ne dit rien. Elle n'arrêtait pas de demander après toi, ajouta Bakary. Fatoumata le regarda. T'a-t-elle dit ce qu'elle m'a fait? Bakary baissa la tête. J'étais juste un enfant, je ne comprenais pas. J'étais une enfant aussi, répondit Fatoumata. En entrant dans la chambre, le temps sembla s'arrêter. Là était tante Awa, autrefois grande, bruyante et pleine de feu, maintenant réduite à des os et des tubes d'oxygène. Sa peau avait perdu son éclat, ses lèvres tremblaient, ses doigts ressemblaient à des brindilles sèches. Fatoumata s'approcha du pied du lit. Awa ouvrit lentement les yeux, faiblement. Leurs regards se croisèrent pour la première fois en 22 ans. Fatoumata, murmura-t-elle. Fatoumata ne bougea pas, son visage impassible. Je ne savais pas que tu viendrais. Je suis venue, répondit Fatoumata froidement. J'ai attendu pour dire que je suis désolée. Fatoumata plissa les yeux. Désolée pour m'avoir versé de l'eau bouillante? Désolée pour les cicatrices sur mon visage? Ou désolée parce que tu as besoin de moi maintenant? Laquelle est-ce? Des larmes coulèrent des yeux d'Awa. J'étais aigrie. Ta mère, elle a épousé l'homme que j'aimais. Ton père était à moi d'abord. Parce qu'elle me l'a pris. Le cœur de Fatoumata s'arrêta. Quoi? Awa tourna légèrement le visage. Ta mère, elle a volé mon avenir. Je ne pouvais pas supporter d'élever sa fille. Chaque fois que je te regardais, je la voyais. Ça me faisait mal. Fatoumata secoua la tête, abasourdie.
Tu as versé de l'eau bouillante sur une enfant à cause d'un homme. J'étais brisé, murmura Hawa. Et je t'ai brisé aussi. Le silence envahit la pièce, seulement interrompu par le bip lent du moniteur cardiaque. Fatoumata sentit ses mains trembler. Elle avait attendu ce moment pendant des années, pour l'avoir brisé, pour l'entendre pleurer, pour entendre les mots « je suis désolée ». Mais maintenant que c'était arrivé, elle ne ressentait ni paix ni triomphe. Elle se sentait vide. « Je ne te hais pas », dit Fatoumata doucement. « Je n'ai simplement plus besoin de toi. » Des larmes coulèrent sur les joues ridées d'Hawa. « Je n'ai personne, murmura-t-elle. C'est ce que j'ai ressenti pendant des années. Mais j'ai survécu. » 3 heures plus tard, Fatoumata se tenait dehors, le soleil se couchant derrière elle. Elle avait appelé les médecins, payé les factures, organisé un meilleur traitement. Pas parce que sa tante le méritait, mais parce qu'elle, Fatoumata, méritait la paix. En marchant vers sa voiture, Bakary courut après elle. « Tu as tout payé ?» demanda-t-il. « Oui. »« Mais pourquoi ?» Fatoumata le regarda. « Parce que je ne suis pas elle. Je ne la laisserai pas mourir comme elle m'a laissé souffrir. Mais ne prends pas ça pour du pardon. Je ne dois ma guérison à personne. » Elle monta dans la voiture et ferma la porte. Plus tard ce soir-là, à son hôtel, son téléphone sonna. C'était la clinique. « Elle est réveillée, » dit l'infirmière. « Et elle demande après vous. » Fatoumata fixa le plafond, puis murmura. « Dites-lui que je viendrai, mais elle n'aimera pas ce que j'ai à dire. » Le lendemain matin, le ciel était nuageux, comme s'il retenait ses larmes. Fatoumata se tenait devant la grille de l'hôpital, vêtue d'une robe simple, les cheveux soigneusement attachés, sans maquillage ni bijoux, juste ses cicatrices, son histoire et une mission. À ses côtés se tenait une jeune femme avec un carnet et une caméra, appelée Aminata, une journaliste d'un média en pleine croissance à Abidjan. Elle avait interviewé Fatoumata une fois sur son travail dans des programmes d'aide médicale. Quand Fatoumata l'avait appelée la veille et lui avait dit « Il y a une histoire que le monde doit entendre », Aminata n'avait pas hésité. Dans la chambre, tante Hawa était éveillée, encore plus faible que la veille. Sa peau était pâle, sa respiration lente. Quand elle vit Fatoumata entrer avec une autre femme portant une caméra, elle se figea. « Qui est-ce » murmura-t-elle. Fatoumata tira une chaise près du lit et s'assit. Aminata resta près de la porte, observant. « Je te donne quelque chose que tu ne m'as jamais donné, » dit Fatoumata calmement. « Quoi » demanda Hawa. « Une voix. » Pendant l'heure qui suivit, Fatoumata raconta son histoire, du début à la fin. La mort de sa mère, l'abandon de son père, les coups d'Hawa, les brûlures, l'eau bouillante, les cicatrices sur son visage et dans son âme. « Comment as-tu survécu à tout ça ?» demanda Aminata, retenant ses larmes. « Je me suis souvenu de qui je voulais devenir, » répondit Fatoumata, « même quand le monde m'avait oublié. » Hawa couvrit son visage de ses mains frêles. « Je suis désolée, » dit-elle encore. « J'étais brisée. »« Non, tu étais cruelle, » répondit Fatoumata. « Tout ce que je veux, c'est que les gens sachent que la cruauté n'est pas impunie, même si la punition est de vivre assez longtemps pour regretter tout ce que tu as fait. » Elle se tourna vers Aminata. « Tu peux publier l'histoire. Utilise son nom, utilise le mien. » Hawa leva les yeux, paniquée. « Fatoumata, s'il te plaît, je suis encore ta famille. »« Tu n'as jamais été ma famille, » dit Fatoumata. « Tu étais l'épreuve qui m'a façonné, et j'ai réussi. » Quelques jours plus tard, l'histoire devint virale. Survivante d'abus domestiques paie les frais d'hôpital pour la tante qui l'a défigurée à vie. Les réseaux sociaux de Fatoumata furent inondés de messages. Certains la qualifiaient de sainte, d'autres ne comprenaient pas pourquoi elle avait aidé son bourreau. Mais elle s'en moquait. Elle n'avait pas aidé sa tante pour les « likes ». Elle l'avait fait parce qu'elle refusait de devenir le monstre. Des semaines plus tard, Fatoumata retourna à Londres. Elle reprit son travail à l'hôpital, son appartement calme, ses programmes de service communautaire. Mais quelque chose en elle avait changé. Le fardeau avait disparu. Elle ne voyait plus une victime dans le miroir. Elle était une conquérante. Un dimanche soir, son téléphone sonna. C'était un appel de Côte d'Ivoire. « Bonjour », répondit-elle. « C'est Bakary », dit la voix. «
Elle est décédée ce matin. Fatoumata ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Que son âme repose en paix, murmura-t-elle. Viendras-tu à l'enterrement? Non, dit-elle doucement. Laissez la terre la porter. Je l'ai déjà laissé partir. 1 an plus tard, Fatoumata retourna en Côte d'Ivoire, non pour enterrer quelqu'un, mais pour construire quelque chose de nouveau dans le village de Koro, où tout avait commencé. Elle lança un centre appelé « l'Espace de guérison ». C'était un foyer pour les filles maltraitées, les enfants abandonnés et les âmes blessées. Elle leur offrait de la nourriture, une thérapie, une éducation et, surtout, de l'espoir. Une des filles lui demanda un jour « Tante, pourquoi aides-tu les gens s'ils te font encore du mal ?» Fatoumata sourit doucement. « Parce que guérir, ce n'est pas pour eux, c'est pour moi. » Leçon morale de l'histoire. Ce qui ne nous brise pas peut nous façonner. Le pardon ne consiste pas à oublier, mais à se libérer. Les cicatrices peuvent être des rappels de la douleur ou des symboles de victoire. Ce que vous choisissez de faire de vos cicatrices dépend de vous. Fatoumata triomphe, non pas en blessant sa tante en retour, mais en s'élevant au-delà d'elle. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.